Et oui, comme la neige. Les bébés phoques sont blancs, les renards polaires, les renards arctiques sont blancs. Euh, Par exemple, l'ours polaire, en réalité, c'est la même espèce que le grizzly, C'est un grizzly, ouais. Ouais. puisqu'on a constaté qu'ils pouvaient se croiser. On a découvert des individus croisés entre grizzly et ours polaire. Donc, alors oui, là, effectivement, la sélection naturelle fait que bah, les ours de couleur blanche vont tout naturellement rester dans les zones enneigées, et ceux qui ne le sont pas, de toute façon, ils vont sans cesse se faire repérer par leur proie potentielle, donc ils vont très naturellement aller chasser ailleurs. Voilà. Mais là, pour moi, les changements de couleur, les changements de taille, Mhm. vous voyez, les ajustements de certains paramètres, c'est de la microévolution. Ouais. Et donc là, oui, oui, qu'il y ait une part de hasard, oui, tout à fait. Tout à On fait. me dit, est-il au courant que l'homme a moins de gènes qu'un grain de riz et seulement 2 fois plus de gènes qu'une mouche? J'avais entendu aussi qu'on avait moins de gènes que certaines plantes. Oui, c'est vrai. Oui, on a même beaucoup moins de chromosomes que certaines plantes, oui, tout à. Alors, mais c'est pas seulement le nombre de gènes qui compte, c'est-à-dire que, bon, en réalité, les gènes, par des mécanismes sur lesquels je ne vais pas m'étendre ici, mais certains gènes sont capables de produire plusieurs protéines différentes. Donc, donc finalement, quand même, ce qui fait le marqueur au niveau complexité, c'est plutôt le nombre de protéines, euh, et c'est aussi les combinaisons, c'est-à-dire c'est pas seulement la quantité de gènes, mais c'est les combinaisons de gènes entre eux, enfin, et donc des protéines qu'ils vont produire. Les combinaisons, c'est la combinatoire souvent qui fait la complexité. Donc, euh, donc c'est pas simplement le nombre. Il peut y avoir, il y a certainement dans l'espèce humaine qui euh, euh, est l'une des plus complexes. En tout cas, pour ce qui est du fonctionnement du cerveau, il y a de fortes chances pour qu'on soit l'espèce la plus complexe. Euh, eh bien, la combinatoire des protéines, c'est au sein de l'espèce humaine qu'elle doit atteindre son maximum, à mon avis. On me dit, que pense l'invité des espèces hybrides qui ne se reproduisent pas et qui sont le résultat de 2 espèces différentes? Voilà, le mulet, qui sont l'âne, le jument, le tigron, le lion et le tigron, et le chabin, le mouton et la chèvre. Hein. Bah écoutez, j'en pense pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme question? On me dit aussi, que pense-t-il du nombre d'échecs considérables que la nature a rencontrés lors de l'évolution du vivant? Ah bon? Il me semble pas que la théorie darwinienne se base sur le hasard, mais bien sur la sélection naturelle, à savoir la survie des occurrences du hasard adaptées à leur environnement. Quand on Oui. considère l'extinction des milliards de papillons qu'il y ait pu avoir, il paraît moins incroyable qu'un papillon X possède les couleurs. Voilà. Attends, le truc est remonté. Voilà. Quand on considère l'extinction des milliards de papillons qu'il y a pu avoir, il paraît moins incroyable qu'un papillon X possède les couleurs d'une plante donnée. Même chose pour les organes. Tous les hommes qui n'en possèdent pas sont suffisants. Tous les hommes qui n'en possédaient pas de suffisamment adaptés ont péri. Il ne possédait pas de quoi, si vous voulez. Bah, je sais pas, il est de suffisamment adaptés. Alors, que pense-t-il du nombre d'échecs considérables que la nature a? Ouais. La nature a rencontré. Ouais. Et il Euh, dit que la théorie darwinienne voilà, se base pas sur le hasard, mais sur les occurrences du hasard. Ce que je voudrais bien comprendre un peu la différence. Mais bon. Ça veut dire quoi euh, C'est quoi les occurrences du Bah, hasard? non, mais déjà, Darwin, dans son livre sur l'origine des espèces, dit, avoue, mais il ne pouvait pas faire autrement, que il est ignorant sur l'origine des variations, ce qu'il appelait les variations. D'accord. Voilà, et pour cause, il ne pouvait pas savoir. Donc,
euh, oui, donc Darwin ne parle, je crois qu'il ne parle pas de hasard, effectivement, dans son livre, mais en tout cas, le néo-darwinisme, si, hein, parce que, euh, euh, oui, alors, maintenant, euh, je pense que c'est l'occasion, tant que j'y pense, parce que ça serait dommage de ne pas en parler alors que l'émission sera finie. Euh, voilà, laisser entendre qu'il y a donc une intelligence, donc qu'on l'appelle comme on veut, grand architecte, grand horloger ou plus simplement Dieu, euh, qui est une action, je dirais, à mon avis, plutôt indirecte, hein, sur l'évolution. Euh, euh, quel problème ça pose? Euh, le, En fait, euh, je crois que la science, ben justement, effectivement, pour beaucoup euh, dans le mouvement de Darwin et de sa théorie de l'évolution, la science peu à peu s'est laïcisée, ce qui n'était pas le cas du temps, par exemple, de Descartes ou Pascal, qui étaient des croyants, qui n'avaient pas peur de parler de Dieu dans un livre, et puis de faire des découvertes en mathématiques ou en physique dans un autre livre. Euh, Dieu n'était pas un mot tabou quand on parlait des choses de l'univers, que ce soit des choses de l'univers minéral ou de l'univers ou du monde vivant. Mais donc peu à peu, à partir de Darwin, il y a eu donc un phénomène qu'on pourrait appeler de laïcisation de la science, c'est-à-dire en science, interdiction de parler de Dieu. C'est deux sujets à séparer totalement. Euh, et, euh, donc c'est devenu, voilà, donc Dieu est devenu quelque chose de totalement tabou. C'est un gros mot en science. Euh, alors, euh, oui, mais toute la question aussi est de savoir est-ce que la science seule, la science stricto sensu, euh, nous permet de comprendre l'univers tel qu'il nous apparaît. Euh, Moi, sur cette question, je n'en démords pas, mais sur cette question de l'évolution, je n'ai jamais été convaincu par, j'allais dire par les arguments, plutôt par l'absence d'arguments, justement, de tous ces scientifiques qui, du haut de leur chair ou de leur prix Nobel, nous assènent que le hasard explique tout. Voilà, je n'ai jamais été convaincu car ça ne me paraît pas crédible et ils n'ont pas d'argument. Donc, mais je n'ai pas peur, notamment donc en appelant mon livre L'évolution est-elle l'œuvre de Dieu, je n'ai pas peur, moi, de mettre les pieds dans le plat et de remettre le mot de Dieu au goût du jour, sans pour autant, c'est pas pour ça que enfin, je veux dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Disons que j'ai une conception qui est un mélange d'évolutionnisme et de créationnisme, c'est-à-dire l'évolution est un fait incontestable, le créationnisme pur, c'est-à-dire la genèse traditionnelle, Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé en 7 jours, scientifiquement n'est pas tenable. L'évolution est une évidence, mais pour moi, effectivement, le hasard a bon dos je défie quiconque de me convaincre que le hasard puisse produire des poumons, un cœur, les ailes des oiseaux aussi, c'est un thème que j'aborde dans mon livre, les pattes avec des doigts, enfin bref,
La trompe de l'éléphant aussi, ça peut paraître anecdotique, mais quand on y pense, la trompe d'un éléphant, c'est quand même un organe quand même assez extraordinaire, avec des capacités extraordinaires. Ça lui permet de faire énormément de choses. Ça paraît rien comme ça, mais c'est plus, je dirais que c'est un mécanisme plus compliqué qu'une voiture, je pense, la trompe de l'éléphant. On me dit, il paraît que tu as repris les travaux de ton grand-père. Je sais pas, on me dit ça. Bon. Ah, je Tu l'ignorais. l'ignorais, bon, bah, Non, c'est du mon, Leonpard, faut aller revoir hein, certaines choses. non, non, mon grand-père n'est pas du tout biologiste. D'accord, bon, bah, Il Leonpard. s'intéresse très peu à... Alors, on me dit aussi, euh, voilà, ah oui. Est-ce que tu penses que justement, qu'est-ce que tu penses des gens qui veulent reprogrammer le génome humain? Quand on parle souvent de reprogrammer l'ADN humain et de reprogrammer le génome humain. C'est une question qu'on entend souvent et on sait qu'il y a des lois qui empêchent ces travaux-là, mais on se doute bien qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, quoi, forcément. Ah ben, c'est extrêmement dangereux. C'est c'est vouloir jouer aux apprentis sorciers, évidemment. Déjà que les OGM, c'est, euh, je veux dire, l'usage des OGM paraît effectivement aussi quelque chose d'extrêmement risqué et dangereux. A fortiori, s'il s'agit de manipuler l'espèce humaine elle-même, non, non, c'est extrêmement dangereux et à éviter absolument. Ça, c'est hors de question. Et tu t'as pas peur qu'avec le transhumanisme, on se dirige un peu vers ça, toutes ces modifications qu'on essaie d'opérer sur l'être humain lui-même, maintenant on va jusqu'à insérer des puces avec des organismes vivants quasiment à l'intérieur du corps. Enfin, c'est peut-être bien, je sais pas, est-ce qu'on cherche à provoquer la mutation de nos gènes? Bon, je sais pas. Alors, je connais pas le détail oui, j'ai déjà entendu parler de cette histoire de puce. Ah, ça se pratique, hein, je peux te confier, ça se pratique. Je- euh, également, j'ai entendu parler de euh, qu'on connecterait à notre cerveau à un cerveau artificiel, Oui, oui, de oui, choses de ce oui. genre. Non, Bon, je t'assure qu'il y a des programmes de l'Union Européenne. Hein. Ça paraît incroyable, mais je t'assure qu'ils dépensent beaucoup d'argent. Alors, c'est des nouvelles technologies, mais ils dépensent beaucoup d'argent là-dedans. Beaucoup, beaucoup. Et oui, je n'ai Mm. pas étudié suffisamment la question pour pouvoir répondre de manière Mm. pertinente. Euh, mais en tout cas d'aller jouer aux apprentis sorciers et à essayer de modifier le génome humain alors que l'on en sait encore si peu, Mm. hein, alors qu'on ignore encore tellement de choses sur, sur comment le génome arrive à fabriquer un embryon et un être et un nouveau-né, euh, quand on est autant ignorant, alors là, oui, c'est vraiment jouer aux apprentis sorciers ça me paraît extrêmement dangereux. On me parle aussi beaucoup de ces pratiques aux États-Unis où maintenant, désormais, ça paraît acquis en tout cas, on puisse choisir la couleur des yeux d'un nouveau-né, choisir la couleur des cheveux aussi. Enfin, il y a quelques caractéristiques comme ça génétiques qu'on a le droit de choisir par avance. Est-ce que aussi ça pose un problème? C'est pas dangereux. Oh, non, alors, non, parce que, alors, euh, euh, on est effectivement, les généticiens sont capables de, s'ils analysent, enfin avec leur méthode, euh, tel ou tel spermatozoïde ou tel ovule, ils sont capables effectivement d'aller voir la zone de l'ADN qui correspond effectivement à la couleur de l'œil. Euh, je pense pas qu'il existe le gène de l'œil bleu, le gène de l'œil marron. En général, c'est plus subtil que ça, mais en tout cas, oui. Euh, donc en fait, là, je dirais, là, c'est pas grave. Il s'agit juste de choisir, on va dire, par exemple, le bon spermatozoïde, celui, et puis le bon ovule aussi, parce que
Il me semble que les yeux bleus, c'est ce qu'on appelle un caractère récessif, et les yeux marrons un caractère dominant, c'est-à-dire que si l'un des chromosomes a œil marron et l'autre œil bleu, eh bien on aura les yeux marrons. Oui. Donc c'est le marron qui l'emporte, voilà, il me semble. Mais donc si on s'arrange pour qu'il y ait bleu, Ça fait bleu, forcément. voilà, là il n'y a pas de manipulation génétique. C'est juste on a choisi le bon spermatozoïde avec l'ovule qui convient, on les a réunis. Non, là pourquoi pas? Pourquoi pas? Mmh. Alors, qu'est-ce que... on me dit encore... Oui, voilà, on me dit qu'est-ce que tu penses de l'eugénisme actuel? C'est la forme d'eugénisme un peu que toutes ces questions impliquent justement de modification comme ça des gènes. Est-ce qu'on va pas aller plus loin en plus dans cette voie peut-être bien pour... bon, je vais loin dans... Allez, je me projette, on va dire aujourd'hui, on en est à faire des opérations esthétiques, puis demain on fera peut-être des opérations génétiques, non? Est-ce que si on maîtrise cette science de la génétique encore plus loin? Euh, Oui, alors ça pourrait. Je crois que ça a déjà un peu commencé. Euh, euh, C'est vrai, il faut bien distinguer. S'il s'agit effectivement d'effectuer des modifications génétiques dans les cellules, ce qu'on appelle les cellules somatiques par rapport, rappelle-toi, aux cellules germinales. Germinal, ouais. Hein. Donc, s'il s'agit pour guérir telle ou telle maladie, effectivement, d'injecter, enfin, de modifier un petit peu le code génétique dans ces cellules-là, euh, a priori, j'y vois pas trop d'inconvénients. Pour moi, ce qui est dangereux, c'est d'effectuer des modifications génétiques sur les cellules germinales, c'est-à-dire ce qui est transmissible. C'est là qu'on risque de créer des monstres. Euh, mais la thérapie génique, la thérapie génique sur tel ou tel cancer ou telle maladie, je dirais que ça fait partie des progrès médicaux. Et, puis de toute façon, ça ne risque pas d'être transmis à la descendance. Donc, on peut miser sur enfin, il n'y a pas de risque de transmission. Parce que c'est ça, ce qui est dangereux, c'est la transmission de mutations vraiment purement artificielles, alors qui, pour le coup, des mutations pas du tout intelligentes, des mutations faites par un apprenti sorcier qui ne sait pas exactement ce qu'il fait, alors qu'à mon avis, le grand architecte, lui, il sait très bien ce qu'il fait et il le fait bien. On me dit, l'invité a-t-il entendu parler de l'explosion précambrienne, l'apparition d'espèces tout à coup dans l'histoire en n'ayant aucun ancêtre, ou encore la multitude d'espèces n'ayant eu ou pas évolué pendant des millions d'années, telles que les crocodiles ou les serpents, qui, au mieux plus petits mais quasiment identiques, qui sont au mieux plus petits mais quasiment identiques. Donc cette explosion précambrienne, donc l'apparition d'espèces dans l'histoire, ça c'est Oui, non, c'est-à-dire que je suis pas sûr de. Effectivement, oui, c'est une période où il y a eu euh, un déclenchement enfin, ça a été le point de départ d'énormément de types vivants différents. Hein, une grande diversité est née à cette période-là. Euh, euh, bah, euh, je ne saurais dire quelle en est la raison. Le fait est qu'on constate effectivement dans les strates géologiques que lors de cette période-là, enfin, il y a une diversité incomparablement plus grande que dans la période géologique plus ancienne. Voilà, donc ça, effectivement, euh,
Et puis l'autre partie de la question, c'est les espèces qui n'évoluent pas. Il y a aussi, il y a l'exemple célèbre, c'est le coélacanthe, là, ce poisson qui n'a pour ainsi dire pas évolué depuis des millions d'années. Euh, bah, euh, euh, alors pourquoi des espèces évoluent-elles et d'autres n'évoluent-elles pas? Très sincèrement, je n'en sais rien. On me dit, selon l'invité, à quoi servent les 87% d'ADN poubelle, le reste étant ces protéines dont il a parlé. Ah, je sais pas de quoi elle parle, c'est quoi ça? Ah oui, oui, bah oui, alors ça effectivement, c'est même plus que 87, je crois que ça va même encore, c'est même plus de 90%. Effectivement, sur euh, les 6,4 milliards de bases ACGT que nous possédons dans chacune de nos cellules. Alors les chiffres varient selon les sources. Il y a seulement 1,5% d'ADN codant, c'est-à-dire de l'ADN qui sera à l'origine de protéines. 1,5%, c'est-à-dire ouais, vraiment, donc j'ai un chiffre encore beaucoup plus surprenant, c'est-à-dire qu'en gros, 98,5% du matériel génétique ne sert à rien. Effectivement, les généticiens ne savent pas encore vraiment pourquoi. Euh, alors oui, je sais qu'il y a un généticien japonais, je crois, Ah bah on nous en a parlé, ouais. donc voyant cela, se dit c'est de l'ADN extraterrestre. Donc a élaboré toute une théorie. Les Anunnaki et tout. Euh, On recommence. euh, moi, les premières idées qui me sont venues en considérant cela, c'était soit c'était le produit euh, de, c'est des déchets de l'évolution. Voilà, c'est le prix à payer peut-être Ouais. de notre évolution passée, ou peut-être que c'est du matériel qui pourra servir à l'avenir. C'est des hypothèses parmi d'autres. Hein, hein, ou alors donc les théories un peu, disons, audacieuses de ce généticien japonais qui voit de l'ADN extraterrestre. J'attends des faits et des preuves à ce sujet-là. D'accord. Alors on me dit aussi, que pense l'invité sur la connaissance chamanique de Oula. l'ayahuasca que certains guérisseurs pratiquent et guérissent des maladies incurables en modifiant l'ADN par une plante psychotrope? Quel est votre point de vue sur cette médecine qui prétend connaître les secrets de l'ADN depuis des milliers d'années? Ah. Je n'en ai, je suis Ouais, t'as désolé, jamais je n'en ai entendu parler, jamais voilà. entendu parler. Ouais. Euh, Bon, bah voilà, en modifiant en l'ADN par modifiant une... l'ADN par des plantes. Ouais, non, je suis désolé, je n'ai jamais entendu parler de ça. Alors voilà, bon. Alors il y a une autre question aussi. Les espèces n'évoluent pas, des variations sont observées, mais cela n'est pas de l'évolution. Il n'y a jamais eu de nouveaux gènes, de nouvelles informations. Toutes les variations résultent de l'information qui est déjà présente. Les différentes espèces d'une même famille ne sont que des variations ayant lieu au sein des parcs génétiques de chaque grand genre. Chien, chat, humain, etc. Les grands genres animaux et végétaux sont distincts et l'ont toujours été. Vous confondez microévolution, variation et macroévolution. L'évolution est tout sauf un fait. Quelle preuve avez-vous pour avancer que les espèces évoluent et que les grands genres animaux et végétaux sont historiquement reliés? Oh, Oh. sincèrement, honnêtement, il n'y a qu'à aller au Muséum d'histoire naturelle de Paris, enfin dans n'importe quel muséum d'histoire naturelle, euh, enfin que je sache tous les ossements de dinosaures, enfin que je sache, il n'y en a plus des dinosaures sur la Terre. Euh,
honnêtement, je vois mal comment on peut contester l'existence de l'évolution, parce que je dirais c'est confirmé de deux points de vue. C'est confirmé par les quantités industrielles d'ossements retrouvés et en plus, effectivement, et en plus, on arrive à reconstituer les évolutions de certaines espèces. Je pense tout à coup, par exemple, aux mammifères qui sont retournés dans la mer, qui sont devenus des cétacés, des baleines Les baleines ou les dauphins, oui. Eh bien, les paléontologues arrivent à reconstituer les intermédiaires, donc ils trouvent les ossements. Donc d'une part, on trouve les ossements, donc ça c'est le point de vue des paléontologues, et puis il y a le point de vue de la génétique, qui encore une fois est crucial, c'est-à-dire que, voilà, je suis désolé, mais quand on compare l'ADN de l'homme à l'ADN du chimpanzé, il y a que 1% de différence entre les deux. Si ça, c'est pas quelque chose de flagrant, donc, je veux dire, la génétique, C'est-à-dire qu'on a 99% de gènes en commun avec des chimpanzés, c'est oui, ça? oui, notre matériel D'accord. génétique ne diffère que de 1%, oui, oui. Oh bah, je reconnais bien certains. Je me disais bien, 99%, 80, c'est pas mal. C'est le chimpanzé, donc le plus proche de nous dans tous les fameux singes. Oui, En tout cas. un peu plus que le gorille, Et le orang-outan aussi. énormément, Ouais. mais On me dit aussi, alors, euh, parce qu'il y a vraiment pas mal de questions, euh, la forme hélicoïdale de l'ADN a-t-elle un début et une fin? Si oui, quel est le début et la fin? Ou bien continue-t-elle de s'étendre? Ça, c'est... s'étendre vers où? Bah, je sais pas. Ouais. Elle est où cette question? Elle est là, Ah, Almeria. hélicoïdale De l'ADN. Ouais. de l'ADN Oui. a-t-elle un début et une fin? Euh, Elle Alors oui, je ne suis pas généticien, hein, donc je ne sais pas exactement comment. Je crois qu'effectivement, elle commence pas tout à fait par. Oh, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, et franchement, ça n'a pas grande importance Ok. dans le débat qui nous occupe ce soir. Alors, on me dit, l'ADN appelé poubelle sert à la régulation dans l'expression génique. Les facteurs environnementaux ont la faculté d'activer des gènes cibles qui aura pour conséquence de modifier la plasticité des gènes permettant à la polymérase et à d'autres protéines de se fixer et donc d'exprimer des fonctions. On est bien loin des vestiges inutiles. Entre une abeille ouvrière et la reine, il n'y a que 0% de différence génétique. Pourtant, l'une est nourrie à la gelée royale et est très différente chez l'autre, dès l'autre. Bon, par contre, vous avez du mal Ah, des fois avec bon, alors l'orthographe. là, ça a l'air quand même d'être quelqu'un de très, un spécialiste, Ouais. visiblement. Ouais. Ah Euh, oui, parce que là, il nous parle donc Parce que de quelqu'un qui plasticité passe des de gènes, de polymérase, polymérase à d'autres protéines euh, pour se fixer. là, je suis battu là. Ah bah on a quelques Mais généticiens, hein, et quand même. ah mais moi j'ai donné des hypothèses, hein, simplement des hypothèses hein, Oui, bien sûr. sur cet ADN qu'on appelle effectivement peut-être très à tort l'ADN poubelle. Hein. Mhm. Euh, euh, je, il me semble que on n'a pas quand même encore tout expliqué Tout de A à expliqué sur Z. cette Sur partie de l'ADN. Effectivement, c'est quand même troublant qu'il y ait une telle quantité d'ADN qui ne code pas des protéines. Donc qui, a priori, paraît ne servir à rien. C'est surprenant. Hmm. Ça Bah, paraît quand pas. on se dit que s'il n'y a pas de hasard et que tout a été bien calculé, ça forcément il y a une explication, certainement, non? Ou qu'on la connaît pas, ou je sais pas. Euh, Oui, mais oui, c'est-à-dire que effectivement, euh, on se dit oui, si c'est vraiment de la poubelle, oui, bah dis donc, ça fait beaucoup de déchets pour, oui, c'est vrai, pour quelque chose est censé Mhm. issu d'une intelligence quand même supérieure. Euh, Alors, on me dit aussi,
Voilà, on parle du fameux nombre d'or qu'on retrouve partout. Alors ça, Ah c'est oui, constaté, ça, ah ben c'est... alors là, je vais devoir sortir encore un carton, mais Et le, f- quelle question? non, on me dit le nombre d'or qu'on retrouve beaucoup dans la nature, un hasard aussi, mais voilà, on retrouve ce nombre d'or partout. C'est vrai que Alors, oui, alors justement, mais je ne sais pas si on va avoir le temps. ah bah ça va, on est, Il est quand même. il est oui, on Hmm. dépasse un peu, mais ils ont le droit durable. Moi, je peux rester encore longtemps, mais Ah ouais. euh, oui, il y a. Alors, bon, on va tenter le coup. Donc j'ai, donc celui-là, les gens l'ont déjà vu. Euh, alors, Ouais. euh, effectivement, ici, j'ai fait un carton à propos des travaux d'un mathématicien qui s'appelle Jean-Claude Pérez, qui pour moi a fait des découvertes remarquables qui justement, qui pour moi prouvent que structurellement, l'ADN n'est pas structurellement aléatoire. Euh, et effectivement, il est question dans ces travaux du nombre d'or. Alors, Ah, alors, on va présenter un petit peu. euh, voilà. alors, tout d'abord, ici, il y a donc Jean-Claude Pérez. Euh, alors, en fait, il a étudié le génome humain complet. Hein, c'est un génome le séquençage a été terminé en 2004. Et donc, donc, il a fait une analyse informatique du génome complet. Et il a placé ici sur cet axe les codons. Je vous rappelle qu'il y en a 64 euh, par ordre de fréquence décroissante. C'est-à-dire qu'il se trouve par exemple que les deux codons du génome humain qui apparaissent le plus souvent et qui apparaissent franchement nettement plus souvent que tous les autres, c'est les codons TTT et AAA. C'est comme ça. Euh, et inversement, à l'autre bout de l'enchaînement, vous avez des codons qui au contraire apparaissent quand même très peu relativement. Il se trouve que ce sont tous des codons qui comportent la séquence CG. Bon, peu importe. Je voudrais faire une remarque générale déjà sur la forme, disons, de cette courbe, disons, de cette répartition. Si l'ADN était donc le résultat d'un tirage aléatoire donc, qui a lieu depuis des millions et des millions d'années. Hein. Donc, a priori, les 4 lettres ACGT devraient apparaître chacune dans 25%. Hein, chacune, Hmm. pour les codons qui sont 64, on devrait avoir une chance sur 64 pour chacun d'entre eux. Donc, normalement, le, quand on répète une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, et c'est le cas pour l'ADN, puisqu'il y a quand même des millions de signes ou de codons, le hasard a un effet d'uniformisation. Hein. Donc normalement, si l'ADN était vraiment le résultat d'un processus aléatoire, on devrait avoir tous les codons au même niveau, et pas ces énormes différences comme on le constate ici. Donc déjà, ici, ce n'est pas le profil d'un ADN aléatoire. Ensuite, Jean-Claude Pérez, dans ses calculs, a constaté des proportions remarquables. J'en cite que deux. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure, si j'y pense, c'est les deux ouvrages qu'il a écrits et qui sont remarquables, vraiment. Moi, je les ai découverts il y a très peu de temps et j'ai trouvé les preuves expérimentales de ce que je pensais sur un plan théorique depuis toujours. Donc ici, par exemple, il constate que numériquement, les 32 codons les plus fréquents, qui sont ici, d'ici à ici, divisés par les 32 suivants, il y a des nombres très importants, il fait le rapport des deux nombres, il tombe sur 1, 9, 9, 6.
c'est-à-dire quasiment 2. Donc, on peut dire que c'est assez surprenant quand même. Je dirais que de tomber pile de tomber sur un 9-9, je dirais on a une chance sur 100 de tomber sur un 9-9.